Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle 100 Million Offers, How to Make Offers So Good, People Feel Stupid to Say No. Donc en français, les offres à 100 millions de dollars, comment faire des offres si bonnes que les gens se sentiraient bêtes de dire non. Donc c'est un livre qui a été écrit par Alex Hormozik, un entrepreneur américain qui a fait fortune dans l'optimisation de fitness club. Aujourd'hui, qui a monté une boîte qui s'appelle Acquisition.com qui aide les entreprises de 3 à 5 millions d'ARR à se développer en échange d'equity. Et il a sorti ce livre en 2021, ce qui permet d'avoir un livre qui est adapté aux besoins et au contexte actuel. Donc la première chose qui commence de nous expliquer dans le livre, c'est la différence entre un marché de commodité et un marché à valeur différenciée. Un marché de commodité, c'est un marché où les achats, la concurrence est quasi identique. Les différences se font sur quelques petites subtilités et donc les achats sont guidés par le prix et c'est une course à la baisse contre les marchés où la valeur est différenciée, où ce sont des achats qui sont guidés par la valeur perçue et c'est compliqué de mettre plusieurs acteurs en comparaison immédiate. Il n'y a donc pas de concurrence en termes de prix. Un exemple de marché de commodité, ça va être les fruits et légumes, ça va être l'eau en bouteille. En fait, on va pas avoir ses préférences d'eau, on va juste avoir soif et on va essayer d'avoir l'eau la moins chère possible. Alors que le marché qui est différencié, ça peut être par exemple les céréales le matin ou votre marque de dessert préférée. Quand vous avez un dessert particulier, ben là, vous allez avoir une valeur qui est différente et qui se détache de la concurrence. Ou si par exemple on prend les sodas, par exemple le Coca, on peut pas le mettre en concurrence avec les autres sodas. Il est avec un goût très spécifique. Donc il n'y a pas de comparaison immédiate en termes de prix et il peut se mettre à peu près au prix où il veut. Les petites parenthèses de vocabulaire qu'il fait, c'est il parle du gross profit. Le gross profit, c'est le revenu moins le coût direct pour servir un nouveau client. Donc ça va être intéressant, notamment pour la scalabilité d'un business. Si on prend un SaaS, donc c'est un logiciel as a service, un logiciel en ligne, software as a service, comme par exemple Google Slide que j'utilise aujourd'hui. En fait, on se rend compte qu'une fois qu'on a construit le logiciel, vu que ça va être des serveurs qui vont tourner, qu'on serve 10 000 personnes, 50 000 personnes ou 100 000 personnes, on va avoir très peu de coûts additionnels. Et donc, on a un très gros profil parce que pour servir un nouveau client, ça ne coûte pas très cher. Contrairement à une agence de freelance, par exemple comme Capgemini, où à chaque fois qu'ils vont signer un client, ils vont devoir staffer des employés et les facturer à ce client. Donc ils vont avoir des gros coûts associés à l'arrivée d'un nouveau client. Ensuite, il y a la lifetime value qui est l'argent que nous rapporte un client pendant toute sa durée de vie. Donc, on fait de gros profits fois le nombre d'achats. Et pour les business récurrents, il suffit de faire fois la récurrence des paiements. Ensuite, il nous parle de se concentrer sur une niche pour pouvoir sortir de la guerre des prix. Donc, qu'est-ce que c'est une niche? C'est un marché très ciblé et très restreint. C'est un petit marché et en fait, ça va vous permettre de résoudre un problème que personne d'autre le résout parce que souvent les gens vont pas aller sur des marchés petits. Les gros acteurs en tout cas vont se concentrer sur des gros marchés. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir facturer quand vous n'allez plus avoir de concurrence, jusqu'à 100 fois plus pour exactement le même produit. On va prendre un exemple. Par exemple, je fais de l'aide à l'investissement immobilier. Pas pouvoir avoir le même impact et facturer de la même manière que si je fais de l'aide pour l'investissement immobilier pour les freelances en région parisienne par exemple. Et là, on voit que j'ai un sujet qui est beaucoup plus spécifique et que comme j'ai une réponse qui est beaucoup plus spécifique, je vais pouvoir déjà avoir moins de concurrence parce que je ne serai pas en concurrence avec toutes les solutions généralistes et surtout pouvoir facturer plus parce que je vais résoudre plus profondément le problème de ma cible. Ensuite, il explique que c'est plus important de choisir le bon marché que soit d'avoir une offre solide, soit d'avoir de bonnes techniques de persuasion. En fait, le marché, il est vital parce que si vous ouvrez un restaurant, vous ferez beaucoup plus de chiffre d'affaires si vous avez une foule affamée. Donc quand on parle de foule affamée, là dans le restaurant c'est au sens propre, mais si vous parlez sur votre business, ça peut être au sens figuré. C'est-à-dire que si vous résolvez un problème qui est très douloureux pour votre cible, eh ben, vous allez beaucoup mieux vendre que si vous savez juste faire des offres solides et être bon en persuasion. Après, il nous dit qu'une bonne affaire, un bon deal, c'est quand la valeur reçue par le client est nettement supérieure au prix que le client a payé pour recevoir cette valeur. Il nous explique aussi que plus quelque chose est cher, plus souvent on va tendance à penser qu'elle a de la valeur. Donc l'objectif, ça va être de facturer le plus cher possible. Il faut garder à l'esprit que si vous devez facturer si cher que les futurs clients ou les clients potentiels que vous puissiez avoir se demandent qu'est-ce qui se passe pour que vous facturez si cher et que en même temps, les clients que vous avez actuellement
continue de faire une bonne affaire, donc d'avoir une valeur reçue beaucoup plus grande que la valeur perçue. Pour lui, la valeur, c'est une équation toute simple. Ça va être the dream outcome, qu'on peut mettre comme la promesse de résultat, multipliée par la valeur, la crédibilité perçue d'atteindre la promesse qui a été faite en amont, divisée par le temps perçu entre le moment où on paye et le moment où on a les résultats, multiplié par l'effort et les sacrifices qu'on va devoir faire pour atteindre ce résultat. Et en fait, quand on regarde cette équation, ce qu'on se rend compte, c'est que si on veut que la valeur tende vers l'infini, il faut réussir à faire tendre cette partie de l'équation vers zéro. Il dit que souvent c'est une chose qui est dure à faire, qui est souvent délaissée, mais par contre, une fois qu'elle est mise en place, elle va vraiment faire la différence pour avoir un business très rentable. Ensuite, il vient nous parler de solutions psychologiques. Il dit que souvent, quand on essaye de résoudre un problème, on va penser à une solution logique, qui est comment je résous le problème de manière pragmatique. Si par exemple, un supermarché, et que je perds des clients parce qu'ils attendent tôt en file d'attente, la solution logique, ça va être comment je réduis ces files d'attente. Par contre, si je pense à une solution psychologique, c'est comment trouver une solution qui conforte, enfin qui rend l'expérience agréable plus pour le cerveau de votre client. Ça va être comment je rends ces files d'attente agréables ou comment je rends ces files d'attente suffisamment divertissantes pour que ça devienne un atout dans mon business en soi. Donc par exemple, on pourrait faire plus vous passez de temps dans la file d'attente, plus vous avez une réduction. Et du coup, ça va inciter les gens à vouloir attendre dans la file d'attente et donc ne plus voir ce problème comme un vrai problème, mais comme une opportunité particulière. Pareil, si on a des personnes qui se sentent, on fait de la perte de poids, donc lui il travaillait dans des gym clubs. Est-ce que l'objectif c'est de faire en sorte que la personne perde le plus de poids? Ça, ce serait la solution logique. Au final, c'est qu'elle se sente bien dans son corps et qu'elle a un corps qui physiquement lui plaît, qu'il a la réponse psychologique. Ensuite, il vient nous parler de comment on fait pour construire une offre qui délivre une forte valeur ajoutée pour le client. Donc déjà, il faut réussir à comprendre tous les résultats de rêve qu'on pourrait promettre à nos clients pour avoir un maximum de promesses sur le problème qu'on essaye de tackle. Ensuite, il faut lister tous les obstacles qui vont être sur la route par rapport aux promesses qu'on pourrait faire à nos clients. Et ensuite, toutes ces promesses, il va falloir les transformer en solutions. Et donc, de plus partir sur, le client, il pourrait être freiné de venir dans mon gym club parce qu'il n'a pas le temps, parce que ça va demander de la motivation, parce qu'il a peur d'être ridicule. Là, on va transformer ça en solution et relister tous les obstacles comme des solutions. Une fois qu'on a listé tous les obstacles comme des solutions, on va pouvoir étudier tout ce qu'on peut mettre en place pour mettre en place ces solutions et pouvoir les transformer en solutions concrètes pour la vie de notre client. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir filtrer les solutions pour garder celles qui ont le plus de valeur ajoutée pour le client et le moins de coûts pour nous. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, l'idée c'est de savoir, ça va être de stresser son offre pour savoir ce qu'on pourrait ajouter et supprimer de notre offre. Si dans un premier temps les clients qui payaient 10 fois le prix de notre offre, et après, dans un second temps, si les clients payaient 1/10 du prix de notre offre. Alors pour enlever les options, d'abord on enlève les options à faible valeur ajoutée et à haut coût. Puis ensuite, si on a besoin d'encore faire le tri, on va enlever les options à faible valeur ajoutée et à faible coût pour nous. Ce qui est important derrière sur notre offre, c'est d'essayer de se projeter sur une offre qui peut passer à l'échelle, que j'appelle le Gross Profit Asset. Et en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier sur notre offre pour qu'elle ait une haute valeur ajoutée, mais qu'elle a un faible coût pour nous. Un faible coût pour à chaque fois qu'on veut avoir un client supplémentaire. Donc par exemple, si on avait l'habitude de toujours faire une petite introduction personnelle en expliquant certains conseils, ou si on avait l'habitude de faire nos cours toujours en live, par exemple, on pourra mettre certains cours directement dans une vidéo YouTube qui va être plus coûteuse à produire que juste faire un live. Par contre, une fois que cette vidéo est montée et que cette vidéo est propre, elle est quasi gratuite à dupliquer et à distribuer à tous nos clients. Et là, on va avoir un gros profit intéressant sur cette solution parce que
qu'on ait 100, 1000 ou 1 million de clients, ça va être facile de distribuer notre solution. Un autre truc qui est important, c'est que quand la demande pour votre produit augmente, à ce moment-là, il faut réduire l'offre pour créer une certaine tension et retrouver le pouvoir sur les prix vis-à-vis de nos clients. Ensuite, dans cette dynamique-là, l'idée c'est de créer de la rareté. Donc, la rareté, ça va permettre de faire monter la valeur de votre offre et aussi d'accélérer le passage à l'action. Donc pour ça, vous pouvez avoir 3 types de rareté. La première, c'est une offre limitée de place sur une certaine période, par exemple. Une offre limitée de bonus, donc de mettre des bonus exclusifs dans votre offre qui ne seront plus disponibles à partir d'une certaine quantité ou d'un certain temps, et des choses qui ne seront plus jamais disponibles. Par exemple, c'est le cas de l'événementiel. Il y a une certaine pression parce qu'une fois que c'est la dernière tournée internationale, c'est la dernière, il n'y aura plus de tournée, et donc ça va créer de la rareté sur cet événement. La rareté la plus simple à mettre en place, c'est la rareté honnête. C'est si par exemple vous pouvez délivrer que votre produit pour 10 personnes par mois, il suffit de bien le mettre en évidence et ça va créer une certaine rareté qui va pousser les gens à voir sa valeur augmenter, donc de débloquer son pouvoir sur le prix et en même temps passer à l'action. Il faut savoir qu'il y a 2 composantes principales à la valeur. La première, ça va être la rareté des solutions. Donc si par rapport à mon problème, j'ai très peu d'alternatives de réponses, les réponses vont avoir beaucoup plus de valeur. Et après, c'est la valeur que ça a réellement pour son client. Si par exemple on part dans l'apport d'affaires, si grâce à des conseils sur la vente, je peux faire plus de 30 000, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires sur mon business, ça va avoir une forte valeur pour moi. Donc ça va faire aussi monter la valeur de mon offre. Un truc aussi qui est important, c'est que la peur de perdre est plus grande que le désir de gain. Donc, si vous êtes sur des valeurs que vous apportez à un client et qu'il a peur de les perdre, il aura plus peur de perdre de la valeur qu'il a déjà, par exemple pour les business de réputation, etc., que les promesses que vous pouvez lui faire sur un gain potentiel. Alors, ce qui est important sur vos offres, c'est que vous devez toujours vendre jusqu'à la pleine capacité de ce que vous pouvez fournir. Et le plus important, c'est pas de vendre jusqu'à la pleine capacité, c'est de bien faire savoir à tout le monde quand vous avez vendu à pleine capacité que vous pouvez plus vendre à ce moment-là. Donc typiquement, imaginons que vous faites un cours où vous avez 100 places ou que vous faites une édition limitée d'une voiture où vous avez 50 voitures. Il va falloir qu'à ce moment-là, vous preniez toute la liste des prospects et des clients intéressés. Une fois que vous avez tout vendu et vous leur faites savoir que vous savez le produit qu'on vous avait proposé de voiture, elles sont plus disponibles parce qu'on les a bien vendus et qu'on les a fini de les vendre. Et ça va vous permettre que plus tard, les clients passent plus rapidement à l'action parce qu'ils auront peur d'avoir raté une opportunité supplémentaire, comme ils ont déjà raté une opportunité. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour limiter votre offre et engendrer le manque, ça va être de mettre des plafonds. Donc il y a 3 types de plafonds dont il nous parle dans le livre. Le premier, c'est le total business cap, c'est-à-dire que c'est le nombre de clients qu'on peut accepter uniquement. Si par exemple vous êtes un freelance en communication, vous allez dire ok, moi je peux traiter que 4 clients par mois pour assurer une bonne qualité de service, et donc il y aura de la place qui s'ouvre que lorsque un client aura fini sa mission avec moi pour un nouveau client. Ensuite, il va y avoir le Growth Rate Cap qui permet d'accepter seulement un certain nombre de clients sur un intervalle donné. Donc par exemple, si vous faites un logiciel, vous pouvez vous dire ok, moi je vais accepter que 50 clients par semaine parce que c'est le maximum de clients que je peux onboarder pour avoir une bonne qualité de service par semaine. Ou sinon, il y a les cohort cap qui sont souvent dans les cours en ligne, par exemple, on va faire des cohortes et on va dire ok, on va lancer des batchs de cours tous les trimestres et on va accepter des classes que de 100 personnes tous les trimestres pour une durée de 3 mois. Et ça ressemble pas mal au Growth Rate Cap, au détail près que souvent à la fin de la cohorte, le client est plus client chez nous. Et ce qui est très important quand on met ce type de plafond, c'est pas de les mettre pour nous, mais c'est de le communiquer suffisamment clairement pour que tous les clients soient au courant et qu'ils puissent accélérer leur passage à l'action. Ensuite, pour accélérer le passage à l'action, ce qui peut être intéressant, c'est de faire monter l'urgence. Donc, il y a plusieurs types. Il y a l'urgence des roulements de cohorte.
Donc si par exemple je fais des formations et que j'ai qu'une formation qui commence par semestre, eh ben, ça va forcer le prospect, le potentiel client à passer à l'action rapidement parce qu'il ne voudra pas réattendre 6 mois avant de rejoindre l'événement, de rejoindre le business. Et du coup, il y aura une pression temporelle forte pour rejoindre. Ensuite, il va y avoir les roulements de saisonniers. C'est de mettre une date de fin sur son offre et de recycler cette offre pour des événements contextuels qui peuvent arriver. Mais c'est important d'avoir une justification réelle. Donc ça veut dire que vous pouvez faire une offre spéciale rentrée, vous pouvez faire une offre spéciale Noël, vous pouvez faire une offre spéciale vacances de printemps. Mais en tout cas, il faudra justifier à chaque fois la promotion ou une offre pour votre anniversaire. Il faudra toujours justifier la promotion dans un contexte réel pour qu'elle ait de l'impact. Et ça, c'est un truc qui marche bien pour les business locaux. Par contre, il faut faire un maximum d'événements pour attirer un maximum l'attention sur votre business, plus que pour des gens qui feraient ces techniques à échelle nationale. Et ensuite, il y a les urgences de prix ou de bonus. Ça, c'est une urgence qui est pas mal pour toutes les personnes qui veulent changer le prix de leur offre. Avant de changer le prix de vos offres, l'idée, c'est de reprendre toute la liste de vos clients potentiels et de vos prospects et d'annoncer que dans X jours, dans un mois, vous allez changer les prix et que les nouveaux prix vont être ceux-là. Et donc, ça va permettre d'accélérer la décision d'achat de tous les prospects en attente et vous faire un boost de cash avant de monter vos prix. Et ce qui est vraiment important, c'est que tous les prospects soient au courant de dans combien de temps les prix vont monter pour accélérer leur passage à l'action. Toutes vos offres, si vous voulez qu'elles soient pertinentes et qu'elles marchent bien, il faut les limiter dans le temps pour, encore une fois, accélérer le passage à l'action de vos prospects. Si par exemple vous faites un produit qui est à 1000 euros d'habitude et que là il est exceptionnellement à 800, il faut mettre une durée de vie sur ces 800 pour que vos prospects se disent ok, si je veux vraiment ce produit et que je suis un peu indécis, avec la réduction, je sais que je vais passer à l'achat avant la fin de la semaine parce que sinon ça sera trop tard et ça me coûtera vraiment trop cher. Ce qu'il explique aussi, c'est que pour que ça soit intéressant, une bonne offre, il faut réussir à découper, plutôt que de faire une offre globale et un full package, et c'est plus intéressant de faire une offre de base et de rajouter des bonus. Donc si vous avez déjà une offre complète, vous pouvez changer votre offre pour dire ok, ces 3 composantes, vous avez 5 composantes dans votre offre, ces 3 composantes sont des composantes de base de mon offre et je rajoute 2 composantes en bonus, ce qui va faire monter la valeur perçue par votre prospect. Par exemple, Webflow qui permet de faire des sites internet no code, ils vont mettre en bonus une académie pour apprendre à faire des sites, des concours pour apprendre à perfectionner sa technique, une marketplace pour vous mettre en avant. Tout ça va être mis comme des bonus et plutôt que de le mettre dans une offre globale, vous allez avoir ces découpages en bonus qui va vous faire vous rendre compte de toute la valeur qui vous est donnée. Un truc qui est important, c'est de jamais baisser les prix parce que, en tout cas, de jamais négocier en baissant les prix parce que sinon ça va vous donner des mauvaises habitudes à vos clients qui vont se dire que chez vous tout est négociable. L'idée, ça va être de plutôt rajouter des bonus pour faire monter la valeur de l'offre perçue et que le rapport qualité-prix soit plus intéressant pour le client et en plus ça vous mettra dans une posture de force. Ensuite là spécifiquement ce qu'il nous explique c'est que pour la vente en direct vous pouvez commencer par donner l'offre au client avec juste la partie de base et puis si jamais il y a des réticences dans le passage à l'achat de la part de votre client, vous pouvez entamer une négociation en rajoutant des bonus et redemander progressivement en faisant gonfler votre offre avec des bonus si l'offre paraît plus juste au prospect. Et si jamais avant que vous ayez mis tous vos bonus, le prospect accepte de signer le contrat ou d'acheter votre produit, ce qui est important c'est que il ne faut pas lui donner les bonus tout de suite, il va falloir attendre la signature ou le paiement du produit ou du service pour rajouter les bonus à ce moment-là, qui va permettre de créer un effet waouh et de le conforter dans sa décision d'achat. Alors, ensuite, l'auteur il nous parle de comment on va faire des bonus assez facilement. L'idée, c'est de faire des deals gagnant-gagnant dans l'écosystème. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est par rapport aux services ou aux produits que vous vendez à votre client, quels vont être les produits ou services complémentaires qui peuvent être intéressants et que votre client est susceptible de vouloir prendre. Et donc, vous allez
pouvoir vous rapprocher de ces business et en fait, en échange de publicité via votre offre, pousser soit des réductions, soit avoir un cashback sur le service du business complémentaire. Et pour certains business, ça peut même devenir une source de revenus complémentaire. Par exemple, on reprend des cas comme la façon dont The Family investissait dans des startups. Ce qu'ils faisaient, c'est que eux, ils avaient négocié des prix préférentiels ou des versions d'essai prolongées pour toutes les startups de leur écosystème. Et du coup, ça permettait, par exemple, à AWS de donner des crédits gratuits pour les serveurs et quand la boîte allait percer, de pouvoir facturer directement cette boîte. Et en même temps, à The Family d'avoir un apport à moindre coût pour toutes les startups de son écosystème parce qu'elles pouvaient utiliser des bonus gratuitement. Ensuite, on va passer aux garanties. Donc, il y a 4 types de garanties. Il y a les garanties sans condition, les garanties avec condition, les anti-garanties et les garanties sous-entendues. Donc, les garanties sont là pour minimiser le risque de l'acheteur. Il faut faire gaffe aux acheteurs qui viennent uniquement pour la garantie parce que souvent ça va être des mauvais clients. Ils vont essayer d'utiliser une faille de la garantie à leur avantage. Dans les garanties sans condition, la plus basique c'est le satisfait ou remboursé qui, si le client n'aime pas votre produit ou n'est pas satisfait de votre produit, il va vous rendre le produit et vous allez le rembourser. Ensuite, il y a les garanties avec condition. Ça veut dire que par exemple, si X problème arrive ou X résultat n'est pas atteint, on va vous rembourser 1, 2, 3, 4 fois le prix payé pour vous montrer qu'on est sûr de notre offre. Il y a le service garanti qui peut être, par exemple, si vous êtes de l'accompagnement réseaux sociaux et que vous n'avez pas à avoir la portée que le client voudrait avoir, ben vous continuerez de travailler gratuitement avec lui jusqu'à ce que l'objectif de départ que vous êtes fixé soit atteint. Et il y a d'autres trucs qui sont le résultat first guarantee, qui sont que vous allez pouvoir avancer les frais pour un client tant qu'il n'a pas les résultats et il paiera que sous couvert d'avoir des résultats. Ensuite, on a les anti-garanties. Les anti-garanties, c'est quand tout achat est définitif et qu'il n'y a pas de remboursement possible. Ça peut être par exemple pour des formations, ça peut être pour des logiciels propriétaires, ça peut être pour des résultats d'analyse, où en fait, une fois qu'on a eu notre clé ou notre produit, eh ben, on ne garantit pas de remboursement parce que toute la valeur a été délivrée. Ensuite, il y a les garanties sous-entendues. Les garanties sous-entendues, c'est souvent des garanties qui sont fortement liées au résultat. Donc, par exemple, les garanties de performance, qui est un paiement sur résultat, de dire, OK, à chaque fois que je vous rapporte X lead, vous allez me payer tant d'euros, ou dans le cas de Alex Hormozy, à chaque fois qu'il faisait perdre tant de kilos à un client, eh ben, il allait payer tant de dollars. Ça peut être le partage de revenus avec des pourcentages des chiffres d'affaires, des pourcentages du produit, des pourcentages de la croissance de revenus à partir d'une base. Donc, si le business, vous aidez un restaurant à avoir plus de clients, il fait d'habitude 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Alors, vous dites que ça, c'est la base. Et s'il fait 150 000 euros de chiffre d'affaires l'année d'après, vous allez toucher un pourcentage de cette croissance. Ou il y a tout ce qui est déclencheur. Si X arrive, alors vous allez me payer Y. Et donc ça va être par exemple si vous donnez un objectif de résultat sportif, par exemple courir un marathon, ben, si vous arrivez à courir un marathon en entier, à ce moment-là vous me rémunérez. Pour faire un bon slogan et une bonne présentation d'offre, l'auteur nous parle de 5 composantes sous l'acronyme MAGIC. Donc Magnet, Avatar, Goal, Intervalle, Container. Donc comment on attire l'attention, comment on discrimine pour avoir notre client cible et pas les clients qui sont pas dans notre cible, comment on donne un but à ces clients, quel est l'intervalle de temps sur lequel va se dérouler notre offre, et derrière la méthode qu'on va suivre pour pouvoir livrer notre offre. Donc on peut commencer par expliquer pourquoi on fait l'offre afin d'attirer l'attention. Ensuite on peut annoncer notre client idéal. C'est vraiment important que les clients idéaux se reconnaissent et que les gens qui sont pas dans notre cible ne se reconnaissent pas. Pas avoir des gens qui
qui ne sont pas intéressés à traiter derrière avec des commerciaux ou avec du support. L'objectif, c'est de leur donner un objectif, de tourner vers la promesse en quelque sorte qu'on leur fait. Ensuite, parler du temps et du délai que vont prendre les résultats à venir, que ça va être immédiat, est-ce que ça va être en plusieurs semaines, est-ce que ça va être en long terme, en plusieurs années. Et après, l'idée, c'est de mettre tout ça dans un pack qui permet de comprendre exactement par quelles étapes on va passer. Faut garder en tête que tous ces éléments n'ont pas besoin d'être dans le bon ordre. Ensuite, une fois que vous avez bien travaillé votre offre, vous avez bien travaillé comment vous l'expliquer, etc., l'important, c'est de faire un maximum de variations jusqu'à ce que ça marche. Il n'y a pas de formule magique, c'est un peu de la recherche empirique. Donc, vous pouvez changer vos règles créatives. Les créatives, ça va être les montages vidéo, les photos, les arrière-plans, la typo, etc., que vous avez mis sur votre offre. Changez votre copie, donc les différents textes que vous mettez de part et d'autre sur votre offre. Changez les titres, changez la durée de l'offre, changez votre booster d'offres, donc les réductions que vous pouvez donner sur certaines offres, les bonus que vous pouvez mettre en place. Changez votre monétisation, la façon dont vous facturez. Voilà. Et il faut bien garder à l'esprit que votre offre doit être la plus attirante possible parce que les gens jugent un livre à sa couverture. Pour résumer ce livre, ce qu'il faut, c'est additionner les propositions de valeur, les délivrer et ensuite les rendre rentables. Ensuite, les optimiser. Après, il faut réussir à changer la courbe de la demande avec de la rareté pour que les gens désirent de plus en plus votre offre. Ensuite, il va falloir utiliser l'urgence pour accélérer le passage à l'action de vos clients potentiels et faire en sorte qu'ils ne soient pas éternellement des clients potentiels, mais qu'ils deviennent clients effectifs. Après, vous pouvez ajouter des bonus pour faire monter la demande et la désirabilité de votre offre. Vous pouvez aussi renverser le risque du client avec des garanties créatives, ce qui va permettre de le rassurer et de limiter la friction qu'il a pour passer à l'achat. Et après, il faut donner un emballage et un nom à votre offre qui parle à votre cible et qui leur permet de passer à l'action. Donc voilà, c'était une vidéo assez longue sur ce livre que j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai les liens en description si jamais vous voulez l'acheter. Je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est un livre qui est facile à lire et vous allez apprendre plein d'autres choses qui n'ont pas été résumées ici. Sinon, en attendant, pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez commenter et poser des questions auxquelles je répondrai dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!